Bonjour, je m'appelle Evelyne Josh, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. Aujourd'hui, j'ai la grande chance de recevoir Isabelle Mansuy, qui est épigénéticienne, qui est, bonjour Isabelle, Bonjour qui Madame est Joly. également professeure à l'Université de Zurich en faculté de médecine et à l'École polytechnique de Zurich et qui a produit cet ouvrage excellent, je vous le recommande, Reprenez le contrôle de vos gènes, paru chez Larousse avec pour sous-titre Améliorer votre vie et celle de vos descendants avec l'épigénétique. C'est déjà tout un programme. Isabelle, qu'avez-vous envie d'ajouter par rapport à cette très brève biographie que j'ai faite de vous? Que l'épigénétique est une discipline de la biologie qui est extrêmement importante et que je suis toujours ravie que le public s'y intéresse et demande à comprendre un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi est-ce que c'est important d'en connaître l'existence et puis les mécanismes. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà envie de nous dire par rapport à l'épigénétique en termes de définition, peut-être aussi de mécanismes de transmission, avant que nous puissions parler des répercussions que ça peut avoir sur la santé et la santé mentale? L'épigénétique, ça fait partie intégrante de nos biologies. La plupart des gens connaissent la génétique. On connaît le code génétique, les chromosomes. Les gens, personne s'imagine que voilà, ça contient des informations qui déterminent notre identité et qui nous sommes. Mais en réalité, la génétique, ce n'est qu'une seule partie de l'identité cellulaire. C'est un petit peu comme un ordinateur et les logiciels. Voilà, la génétique, le code génétique, ce serait le disque dur de l'ordinateur, c'est-à-dire ça code pour des informations, mais un ordinateur, un disque dur sans les logiciels ne sert pas à grand-chose. Donc pour la génétique, il faut l'épigénétique ou les mécanismes, les facteurs épigénétiques qu'on appelle l'épigénome, qui complètent le génome. Donc l'épigénome, c'est tout un ensemble de facteurs qui sont sur le code génétique, donc sur l'ADN ou autour de l'ADN, et qui régule son activité, sa structure. Et dans ces régulations, c'est un des rôles de l'épigénome, c'est de réguler l'expression des gènes. Souvent, les gens assimilent la génétique aux gènes. Oui, c'est vrai, mais c'est juste une petite partie du code génétique. Le code génétique, c'est une très long brin d'ADN et il y a seulement 1 à 2% de ce long brin qui constitue des gènes. C'est-à-dire un gène, c'est une séquence d'ADN qui code pour une protéine, qui a le code qui va permettre la fabrication de protéines. Or, les gènes, un être humain, on a environ 20 000 et ça ne représente vraiment une portion minime du code génétique. Tout le reste, ce sont des séquences entre les gènes, des séquences intergéniques qui ont besoin, tout comme les gènes, de tous ces facteurs épigénétiques sur l'ADN, autour de l'ADN, pour en réguler l'expression, l'activité. C'est très clair. Donc, ça veut dire que certains gènes vont s'exprimer et d'autres ne vont pas s'exprimer en fonction d'un certain nombre de facteurs. Voilà, c'est ça, un gène qui est nécessaire pour fabriquer des protéines pour le développement du cerveau, par exemple, va devoir être activé pendant le développement. Et ensuite, une fois que le cerveau est formé, que les connexions sont mises en place, ce gène-là ne sera peut-être plus tout aussi utile. Donc, ouais, il y a certains gènes qui sont utiles à certains moments de développement ou pour certaines fonctions et d'autres gènes qui ne sont pas utiles au début de la vie, mais qui vont être utiles plus tard dans la vie ou pour certaines fonctions, une fois que les cellules seront différenciées. Donc, c'est tout un jeu de régulation très fin qui permet de contrôler, de faire en sorte que le développement se passe comme il doit se passer et ensuite que les cellules fonctionnent normalement. Donc, on ne comprend pas totalement comment tout ça fonctionne parce que ça dépend du type cellulaire, ça dépend des expériences, du moment où on regarde, ça dépend de l'état physiologique de la cellule et du corps, mais c'est vraiment un ensemble complexe d'interactions et de travail du génome et de l'épigénome en tout ensemble.
Alors, il y a la nécessité, évidemment, de développer certaines hormones ou certaines cellules à certains moments. Qu'est-ce qui peut influencer ce... au niveau épigénétique, quels sont les facteurs qui vont influencer l'expression ou non de ces gènes? Mais les facteurs épigénétiques, il y en a des centaines, voire des milliers qui sont nécessaires à la régulation correcte du génome, de l'expression des gènes. On ne sait pas exactement, par exemple, pour qu'une cellule de foie fonctionne correctement. On ne sait pas encore quelles sont exactement toutes les marques épigénétiques sur l'ADN ou autour de l'ADN qui vont être nécessaires à un temps donné pour qu'un certain gène ou un ensemble de gènes, parce que un gène n'est jamais actif seul, c'est toujours une combinaison de gènes. Et puis quand on dit un gène est exprimé ou pas, c'est pas si binaire, c'est pas 0 ou 1. S'il y a toute une nuance, un gène peut être exprimé un tout petit peu, il peut être, il peut ne pas être exprimé, mais être tout prêt à être exprimé, c'est-à-dire être préparé pour être exprimé, ou alors il peut être exprimé en très grande quantité pendant un moment déterminé. La durée de l'expression des gènes est aussi extrêmement importante. Donc ce sont les mécanismes épigénétiques qui permettent toute cette régulation très très fine, régulation spatiale, temporelle. Et aussi en quantité. Donc voilà, pour répondre à votre question, l'épigénome est nécessaire à tout moment, à tout moment du fonctionnement, du développement, du fonctionnement des cellules. Alors, notre mode de vie va avoir un impact là-dessus. Oui, parce que l'épigénome fait un peu le lien entre l'environnement et le génome. C'est-à-dire que les facteurs épigénétiques sont influencés par la nourriture, enfin, les aliments qui sont présents, enfin, les facteurs, il y a besoin de vitamines, d'ions, de cofacteurs pour les enzymes épigénétiques, et ce sont tous des facteurs qui sont fournis par l'alimentation. Donc l'alimentation, mais aussi l'état physiologique de l'individu, c'est-à-dire les expériences de vie, du stress, du bonheur, l'activité sportive qui met en jeu des tas de processus métaboliques. Donc la présence de perturbateurs endocriniens dans l'environnement, parce que les perturbateurs endocriniens vont prendre la place d'hormones naturelles et puis en quelque sorte déranger, interférer avec des voies de signalisation qui sont importantes et qui ont un lien avec les facteurs épigénétiques. En réalité, toutes les expériences de vie, tout ce que notre corps peut vivre et puis absorber a une influence sur les facteurs épigénétiques. Parce qu'encore une fois, une cellule vivante a le génome, donc le code, et les facteurs épigénétiques sont là tout le temps, en permanence, pour utiliser ce code. Et tout ça, c'est alimenté par l'extérieur. Et alors, quelle est la place des traumatismes dans tout ça? Ben, les traumatismes, ce sont des expériences de vie qui sont extrêmes, qui sont souvent associées à des, un stress intense. Et un stress intense, biologiquement, a de nombreuses conséquences. C'est-à-dire que lorsqu'un individu est exposé à la violence ou à un événement traumatique, un accident de voiture ou quelque chose qui émotionnellement est extrêmement lourd et très chargé, le cerveau va interpréter ce moment de ce traumatisme en synthétisant des hormones de stress. Alors, il y a différentes voies de signalisation. La première, ça recrute une toute petite région du cerveau qui s'appelle le locus ceruleus, qui va libérer de l'adrénaline, qui va permettre la mobilisation de l'énergie dans le corps, la réaction du corps. Et puis, ça agit sur le rythme cardiaque, ça agit sur la peau. Quand on est stressé, on peut suer ou alors ressentir du froid. Donc tout ça, c'est toutes ces manifestations de la périphérie du corps sont induites par cette voie de signalisation. Mais il y a également une voie qu'on appelle le HPA, c'est-à-dire qui fait intervenir une autre région du cerveau qui est dans l'hypothalamus et qui, elle, va conduire à la libération d'hormones de stress. Le point final, c'est les corticoïdes, glucocorticoïdes, minéralocorticoïdes qui sont libérés dans le corps et qui vont, eux, aussi
entraîner toute une cascade de réactions qui permettent au corps de réagir au stress. Alors un stress n'est jamais... Un stress peut être très court, par exemple un accident de voiture, ça prend quelques secondes ou quelques minutes, mais les effets peuvent être à très 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 long terme, voire pendant toute une vie. Donc ça, au départ, il y a tous ces voies de signalisation qui sont activées dans le cerveau. Et ensuite, selon l'individu, selon la manière dont l'individu va réagir au stress, euh, tout ça peut avoir des conséquences à court, moyen ou long terme. Euh, et les réponses qui sont, qui succèdent à l'exposition au stress, elles font intervenir le génome et l'épigénome. Et, euh, et dans la mémoire des effets du stress, l'épigénome joue un très grand rôle. Et pour l'individu donc qui a vécu un traumatisme, qui a donc des répercussions sur l'épigénome, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussions sur sa santé mentale? Quelles sont les maladies ou les troubles psychiques ou les troubles du comportement auxquels ces personnes seront plus sujettes? Bon, ça, c'est une discipline qui est hors de mon champ d'expertise, mais enfin, être traumatisé dans son enfance, avoir subi des violences physiques ou sexuelles peut perturber le développement d'un individu, par exemple comme l'estime de soi, la confiance en soi, et puis comment on aborde les autres. Le, les gens peuvent avoir ensuite, plus tard dans leur vie, des problèmes de dépression, d'anxiété, de peur, et le nombre de maladies qui sont liées à ça, une anxiété excessive. Il y a de nombreuses maladies mentales qui ont l'anxiété et la dépression comme phénotype principal. Ensuite, ce sont souvent un traumatisme dans l'enfance ne va pas être accompagné seulement, ne va pas induire seulement des problèmes de santé mentale, mais aussi des problèmes de santé physique, comme des problèmes métaboliques, des problèmes cardiovasculaires. Nous, par notre travail, on ne travaille pas avec des êtres humains, on travaille avec des modèles animaux, un modèle de souris en particulier. On a développé un protocole pour exposer des souriceaux à un stress intense qui est chronique, mais qui dure 2 semaines. Et lorsqu'on observe les conséquences, lorsque les animaux sont adultes, il y a de gros problèmes de comportement, des problèmes de mémoire, mais aussi des problèmes de fonction cardiaque, problèmes du système immunitaire, l'innervation des os est aussi altérée. Donc en réalité, tout le corps, tout le corps est affecté par le stress, le traumatisme, et pas uniquement pendant le traumatisme ou après le traumatisme, mais très longtemps après le traumatisme. Les animaux, des mois après avoir été soumis à ce traumatisme, ont encore tous les signes. Ça va même, pour certains animaux, en s'amplifiant au cours de la vie. Et c'est transmissible. Il y a certains symptômes qui sont manifestés également par la génération d'après. Et dans certains cas, un des symptômes qui est le plus persistant, c'est la prise de risque. Prise de risque et les symptômes, les désordres métaboliques que nous avons observés jusqu'à la 5e génération par le biais des pères. C'est-à-dire si on prend des souris mâles qui ont été traumatisées, on leur fait avoir des petits et on prend les petits mâles qu'on fait se reproduire. Voilà, pour avoir la lignée paternelle, les individus de la 5e génération montrent encore ces symptômes de prise de risque d'altération métabolique. Donc, en effet, il y a certains symptômes qui peuvent être transmis sur plusieurs générations. Et est-ce que c'est réversible? Oui, probablement. C'est la beauté des caractéristiques de l'épigénome. Contrairement au génome, le génome, c'est un code. Encore une fois, si on prend l'analogie avec le disque dur de l'ordinateur, un disque dur qui est endommagé, on ne peut pas le réparer. Le génome qui est muté ou qui est cassé, euh, c'est difficile de le réparer. Il existe des mécanismes de réparation d'ADN naturellement dans les cellules.
Mais ces mécanismes ne sont pas capables de tout réparer, et puis ces mécanismes, avec l'âge, deviennent moins efficaces. L'épigénome, au contraire, il est très dynamique. Bon, il y a certaines marques épigénétiques sur l'ADN ou autour de l'ADN qui sont de longue durée. Il y en a certaines qui sont même permanentes. Mais la plupart des marques épigénétiques sont dynamiques, c'est-à-dire qu'elles sont ajoutées et enlevées. Et tout ça, ça fait un code qui est dynamique également, qui peut changer d'une cellule à une autre, mais même au sein d'une même cellule, qui peut changer en fonction de l'activité cellulaire. Donc, on peut s'imaginer que si certaines marques épigénétiques sont altérées par l'exposition à un traumatisme ou à un stress intense, qu'elles puissent être réversées s'il y a une exposition à des conditions favorables. Et c'est un concept que l'on a testé avec notre modèle animal de stress postnatal chronique. On a exposé des souriceaux à un stress. On a attendu qu'ils soient adultes et lorsqu'ils ont atteint l'âge adulte, on les a exposés à un environnement enrichi. C'est-à-dire qu'on les place dans des grandes cages, en groupes sociaux. Et ce sont des cages qui ont 2 étages, avec des roues pour courir, des jeux, un labyrinthe dans lequel ils doivent monter au premier étage, ils doivent traverser le labyrinthe, dont la configuration change régulièrement pour atteindre la nourriture. Donc c'est un environnement qui est riche à tous les niveaux, social, physique, émotionnel. Et on a vu que quelques semaines de vie dans un environnement enrichi comme celui-là conduisait à une réversion des symptômes. Si les animaux ne montrent plus de symptômes d'anxiété, par exemple, ou de prise de risque. Donc ça suggère que il y a une possibilité de réversibilité des symptômes. Et dans une étude pilote que l'on est en train de répéter, on a montré que une marque épigénétique qui était altérée par le traumatisme, qu'elle était corrigée par l'enrichissement environnemental. Et ce qu'on a vu également, c'est que les mâles qui ont été traumatisés puis ensuite enrichis, si on leur fait avoir une progéniture, que la progéniture n'a pas de symptômes, c'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte protégée par le fait qu'il y a eu une correction, une réversion des symptômes et probablement des marques épigénétiques. On n'a pas la preuve que ce soit par le biais d'une correction des marques épigénétiques dans les cellules germinales, mais on suppose que c'est le cas. Et outre l'environnement enrichi, par exemple, est-ce que les antidépresseurs, vous avez testé les antidépresseurs sur les souris traumatisées? Oui, on a testé un antidépresseur, on a vu qu'il y avait une correction des symptômes, comme attendu, mais on n'a pas fait d'analyse épigénétique. Et je ne suis pas sûre, en réalité, que ça soit vraiment accompagné d'une correction des marques épigénétiques, parce que les mécanismes d'action d'un antidépresseur sont différents de ceux d'action du traumatisme. Euh, donc, ça enlève ou ça diminue les symptômes, et les antidépresseurs par eux-mêmes conduisent à des modifications épigénétiques. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce soit les altérations épigénétiques qui soient corrigées, exactement les mêmes, qui soient corrigées par les antidépresseurs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on traumatise ces souris, puisqu'il y a les mères et puis il y a les petits. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est pour ça que je vous demande d'expliquer l'expérience, c'est est-ce qu'on retrouve les mêmes symptômes chez la mère et chez les petits et chez les descendants de ces petits? Une manière de traumatiser ou d'exposer des petits souriceaux à un stress intense, c'est de les séparer de leur mère. Et on fait ça de façon imprévisible. C'est-à-dire que ça peut survenir à n'importe quel moment pendant leur cycle d'activité. Et puis, en plus de cette séparation maternelle imprévisible, on stresse aussi la mère de façon imprévisible pendant la séparation, sur des stress, en utilisant des stress qui sont changeants également. Donc, c'est cette combinaison de séparation, d'imprévisibilité, et puis des combinaisons de conditions qui sont stressantes pour les deux, la mère et les petits. Et on a vu en effet que les petits souriceaux qui étaient soumis à ces stress lorsqu'ils sont adultes ont un certain nombre de symptômes, comme je l'ai dit, donc prise de risque accrue, des problèmes de mémoire, des problèmes de comportement antisociaux, mais aussi des dysfonctionnements cardiaques, des dysfonctionnements du système immunitaire,
de la densité des os, tout un panel d'altérations mentales, cognitives et physiologiques et physiques. Un grand nombre de ces symptômes sont aussi manifestés par la génération suivante et certains encore les générations plus tard. Et est-ce que chez la mère qui a elle aussi été traumatisée, mais qui est adulte, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'elle présente aussi des symptômes? Est-ce qu'elle présente les mêmes symptômes que les petits ou est-ce que c'est différent le fait d'avoir été traumatisé à l'âge adulte alors que les petits ont été traumatisés dans leur enfance? Oui, oui, bien sûr, c'est différent, ouais, parce que pour elle, le traumatisme est moins vital en quelque sorte que pour les petits. Et puis, il s'avère que chez les souris, la lignée de souris qu'on utilise, ce sont d'excellentes mères. Donc, bien sûr, elles sont traumatisées, elles sont perturbées, mais ensuite, bah, elles montrent quelques signes assez rapidement si on les examine peu de temps après la séparation. Mais ensuite, plus tard dans leur vie adulte, les signes diminuent. Donc, les conséquences sur les mères sont moins importantes que celles sur les petits. Est-ce qu'on peut élargir ça aux êtres humains, par exemple, si j'ai été traumatisée dans mon enfance ou si j'ai été traumatisée, disons, à l'âge de 25 ans, j'ai mes enfants à 27 ans, est-ce que les répercussions risquent d'être différentes si j'ai été traumatisée de mes 5 à mes 7 ans, par exemple, ou de mes 22 à mes 24 ans? Est-ce qu'il y a une différence en fonction des cellules qui vont peut-être être plus impactées, les cellules germinales? Je ne peux pas le dire, j'ai pas suffisamment. Encore une fois, c'est un autre domaine de recherche que le mien. Euh, J'imagine qu'il va y avoir des différences, mais il y a tellement de facteurs auxquels il faut tenir compte. Ça va être le type de traumatisme, la durée, la fréquence, et puis comment le traumatisme est géré. Un enfant qui subit des violences sexuelles pendant des mois avec un environnement qui est hostile ou qui ne considère pas bien sûr, les conséquences vont être beaucoup plus graves qu'un adulte qui a un accident de voiture, par exemple. Donc, il y a tous ces facteurs. C'est non seulement le traumatisme lui-même, le type de traumatisme, sa durée, sa chronicité, sa répétition, et puis la manière dont la personne et son entourage perçoit et essaye de compenser ou aide l'aide médicale et sociale. Quelqu'un qui est blessé gravement dans son corps euh, et en subit les conséquences pendant des années, bien sûr que les conséquences vont être, enfin, les conséquences mentales vont être beaucoup plus importantes. Quelqu'un qui va se casser une jambe parce qu'il a eu un accident de ski, c'est un traumatisme, mais bon, la jambe se répare et puis ensuite on oublie. Euh, donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments et nous, on ne doit pas faire face à cette complexité chez les animaux, chez les souris, parce qu'on contrôle tous les facteurs. On sait exactement quel type de stress, pendant combien de temps, et tous les animaux ont exactement les mêmes expériences. Euh, donc, mais même chez les souris, un stress prénatal ou postnatal ou adulte a des conséquences différentes. Et est-ce que vous avez testé en fonction des facteurs de stress, des facteurs traumatisants? Est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'impact en fonction, je ne sais pas moi, si il y a des stresseurs plus importants, plus, plus violents ou plus durables, plus chroniques? Est-ce que vous avez testé ça, la différence de réaction des petits en fonction de la gravité, je dirais, des traumatismes? Nous-mêmes, non, mais on a des collègues qui ont essayé de comparer les conséquences d'un stress aigu et les conséquences d'un stress chronique. Et le stress chronique chez l'adulte, on peut utiliser différents protocoles pour stresser un animal adulte. Il existe des différences, bien sûr, dans les conséquences comportementales et puis dans les conséquences que ça va avoir sur les cellules elles-mêmes. Ensuite, comment interpréter cela? Il peut y avoir des conséquences dans les marques épigénétiques qui vont être modifiées, mais faire le lien entre ces différences d'altération et les symptômes, c'est extrêmement compliqué parce qu'un symptôme, si par exemple un animal
montrent des signes de dépression. On ne sait pas exactement quels sont les gènes qui sont responsables de la dépression, pour commencer. Alors, essayer d'identifier des marques épigénétiques sur le long du génome qui pourraient être responsables de l'altération de ces gènes-là. Voilà, il manque encore pas mal de pièces au puzzle pour que l'on puisse faire le lien entre une exposition, une expérience de vie et les manifestations comportementales ou symptomatiques chez l'individu. Quels sont les gènes qui ont été le plus étudiés? Parce que je pense qu'il y a les, le gène GR qui a pas mal été étudié, enfin celui qui, ou N3RC1 aussi on l'appelle, je crois. Oui, bah ça, ce sont des gènes qui sont assez évidents à étudier parce que ça code pour le récepteur du glucocorticoïde. Donc, comme les corticoïdes sont des éléments à la fin de la chaîne de la stimulation, enfin, de l'activation de cette voie HPA, voilà, ce sont des candidats naturels. Mais il existe de nombreux autres candidats qui sont aussi impliqués dans ces chaînes, soit la chaîne HPA, soit la chaîne locus ceruleus et adrénaline. Mais on peut aussi examiner des gènes ou des voies de signalisation qui sont impliquées dans le métabolisme, dans la régulation physiologique des cellules, ou même voir dans la régulation de l'épigénome lui-même, parce que l'épigénome, voilà, ce sont des marques biochimiques qui sont ajoutées sur l'ADN ou autour, ou alors des molécules d'ARN, et tout ça, ça demande une machinerie. C'est régulé de façon fine aussi. Et ça, c'est les enzymes qui régulent tout ça sont des protéines qui sont codées par des gènes qui sont sur le génome. Donc, il y a toute une catégorie il y a de nombreux gènes en fait qu'on a étudiés. La seule limite, c'est que souvent, on peut étudier un gène ou un autre de façon indépendante. Et c'est difficile du coup de voir, d'avoir une idée globale. Si on prend le cerveau d'une souris qui a été stressée, il va y avoir des tas de gènes dont l'activité a été altérée. Alors pour vraiment voir, identifier ceux qui sont importants pour tel ou tel symptôme, il faudrait pouvoir les manipuler de façon parallèle dans un individu. Et ça, ce sont des choses qui sont encore difficiles techniquement à faire. Donc pendant longtemps, on a parlé de 3 générations, sachant que probablement ça se reproduisait sur plus de générations que ça, hein. Presque les rois maudits, vous serez maudits sur 7 générations. Donc maintenant, vos études montrent que c'est au moins sur 5 générations. Chez la souris, chez la souris. On ne peut pas extrapoler ça à l'être humain. Il n'y a aucune étude qui permette de le faire. Et c'est vraiment difficile de le faire en réalité, parce que voilà, pouvoir travailler avec 3 générations d'êtres humains. Ce qu'on sait, il y a des cohortes épidémiologiques de descendants de personnes qui ont été soumises à la famine pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, euh, ou des descendants de personnes qui vivaient dans des conditions un petit peu, dans des conditions rurales et de pauvreté, où on a fait des liens entre le régime alimentaire des ancêtres et puis la santé physique et mentale, surtout physique, des descendants. Mais le lien est juste, c'est un lien de corrélation. On s'est rendu compte qu'il y avait une plus grande incidence d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires chez les descendants. C'est tout ce que l'on sait. Au niveau épigénétique, au niveau épigénétique, on ne sait rien parce que c'est trop complexe. On peut même si on prélevait du sang des ancêtres qui ont été exposés, on ne peut pas faire le lien entre leur exposition, leurs symptômes et les différences épigénétiques qu'on pourrait observer parce que c'est beaucoup trop complexe. Donc, chez l'être humain, il faut vraiment être extrêmement prudent. Aujourd'hui, ce ne sont que des conclusions corrélatives et il n'y a absolument aucune preuve que ça soit lié à l'hérédité épigénétique. Chez la souris, on en est vraiment au tout début de la démonstration de la transmission entre les animaux directement exposés et leur progéniture, mais on n'est pas allé plus loin. On ne sait pas si la progéniture de la progéniture et ainsi de suite, si cela fait aussi intervenir des altérations épigénétiques dans les cellules germinales. Personne n'a démontré ça encore pour le moment.
Alors, chez les êtres humains, on a le sentiment que parfois ça saute une génération, c'est-à-dire que un grand-père traumatisé, le fils n'est pas traumatisé, enfin en tout cas ne manifeste pas de symptômes, et le petit-fils va manifester des symptômes qui sont assez proches de ceux du grand-père. Est-ce qu'on observe ça chez les souris ou est-ce que toute la lignée de souris vont traumatiser, enfin de la première souris traumatisée, vont présenter des symptômes? Oui, je ne suis pas certaine que ça a vraiment été observé de cette façon chez l'être humain, hein, parce que ça demande, pour faire ce genre d'observation, il faut avoir de grandes cohortes, il faut pouvoir avoir toutes les informations sur le traumatisme, pouvoir contrôler différents traumatismes. Et à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Donc, ce sont peut-être des observations que Oui, c'est les... plus des cas cliniques, hein. Voilà. Donc, tirer des conclusions de ça, je pense que c'est beaucoup trop imprécis. Euh, et c'est spéculatif. Chez les souris, on est dans un contexte complètement différent parce que nos souris sont isogéniques, c'est-à-dire qu'elles ont toutes le même génome. Nos souris vivent exactement la même vie, elles sont exposées exactement aux mêmes conditions. Donc là, on peut commencer peut-être à faire des corrélations entre un traumatisme vécu par une souris et puis les symptômes manifestés par la première génération et la deuxième génération. Certains symptômes sont semblables. Certains symptômes disparaissent et d'autres symptômes sont différents. Ça se comprend parce que la souris qui est elle-même exposée, elle est exposée pendant une certaine période de son développement, c'est-à-dire après la naissance, les 2 premières semaines de la naissance. Si on part du principe que ça a provoqué des modifications dans les cellules germinales, c'est-à-dire dans les futurs spermatozoïdes, et que c'est dans cette cellule que des signaux sont passés à la génération suivante a les altérations depuis le tout début, c'est-à-dire depuis la cellule germinale, depuis le spermatozoïde qui va être utilisé pour la fécondation et pour générer cet individu. Donc on est déjà dans 2 conditions complètement différentes. Dans un cas, l'exposition est après la naissance. Dans l'autre, les modifications épigénétiques éventuellement sont présentes depuis le départ. Donc c'est difficile de comparer, donc on peut s'attendre à ce que les manifestations symptomatiques soient différentes. Voilà ce qu'on peut dire des résultats de la recherche aujourd'hui. Donc encore une fois, toute spéculation, toute translation, toute conclusion chez l'être humain reste possible, mais pas démontrée. Pouvez-nous donner quelques exemples de ces symptômes qui sont les mêmes, qui sont différents chez la souris? Les symptômes de dépression, par exemple, sont manifestés par les animaux qui sont directement exposés, leur progéniture et la troisième génération, et ensuite, ce n'est plus observé. Euh, il y a aussi un phénomène qui s'appelle l'anédonie, c'est-à-dire la capacité de, d'apprécier les choses qui fassent plaisir, qui font plaisir. Chez la souris, par exemple, on les expose à soit de l'eau, elles peuvent boire à partir d'une petite bouteille, soit de l'eau, soit une solution sucrée. Et les souris qui ont été traumatisées, elles ne font pas tellement la différence. Donc, elles sont plus capables d'apprécier les solutions sucrées. C'est l'anédonie. L'anédonie, dans notre modèle animal, on l'observe chez les animaux qui sont exposés directement, mais pas dans leur progéniture. Par contre, les prises de risques excessives, on a différentes tâches pour tester ça. Une souris, par définition, est curieuse, mais elle n'aime pas trop les espaces ouverts, elle n'aime pas trop les espaces lumineux. Alors, on a des tâches où on les met. Il y a une tâche, par exemple, qui s'appelle le labyrinthe en croix élevée, c'est-à-dire c'est une croix avec 2 bras qui sont protégés et 2 bras qui sont ouverts. Et c'est élevé du sol. Donc la souris n'aime pas trop être élevée au-dessus du sol. Alors une souris normale va, une fois qu'on la place sur ce labyrinthe en croix, va préférer les bras qui sont protégés. Mais comme elle est curieuse, elle va aussi être tentée d'explorer les bras qui sont ouverts. Alors elle va faire pas mal d'évaluation du risque pour voir, voilà, voir s'il y a un danger potentiel, voir si elle peut explorer les bras ouverts.
Donc, c'est une tâche qui est assez fine où on peut observer des tas de comportements d'évaluation du risque. Et puis, on mesure le temps passé dans les bras ouverts, le temps passé dans les bras fermés, quelle durée des comportements pour évaluer le risque. Et nous, nos souris, qui ont été traumatisées juste après la naissance, ont des prises de risque beaucoup plus importantes que les souris contrôle. C'est-à-dire qu'elles vont s'aventurer sur les bras ouverts beaucoup plus rapidement, elles vont passer plus de temps sur les bras ouverts, elles vont aller jusqu'à l'extrémité des bras ouverts. Donc ça, c'est une des tâches que l'on peut utiliser. Donc la prise de risque, on a vu des symptômes de prise de risque jusqu'à la 5e génération. Euh, Pareil pour les symptômes métaboliques, il y en a certains qui sont visibles jusqu'à la 2e ou 3e génération et ensuite qui disparaissent. Le poids est aussi un symptôme qui est intéressant parce qu'il évolue au cours des générations. Il est diminué, donc les animaux à leur naissance et même lorsqu'ils sont adultes, la première et la 2e génération ont un poids plus bas. La 3e génération a le même poids, il n'y a pas de différence. Et la 4e et la 5e génération, le poids est plus élevé. Donc il y a une sorte de rebond, d'adaptation au cours des générations, qu'on n'explique absolument pas. On ne sait pas du tout comment, quels sont les mécanismes impliqués. Mais voilà, donc on a toute une diversité de symptômes qui évoluent de façon différente au cours des générations. Est-ce qu'il y a aussi des aspects positifs, puisqu'on a parlé plutôt des impacts délétères au niveau de la santé mentale? Est-ce qu'on a aussi constaté des, des évolutions positives grâce à ces stress? Chez les souris, oui. On a observé par exemple une plus grande flexibilité comportementale dans des conditions extrêmes. Si on a à nos dispositions des tâches qui nécessitent de priver les animaux de nourriture ou de boisson pendant un petit temps, donc elles sont affamées et ou assoiffées. Et la tâche consiste à comprendre un mécanisme, enfin, quelque chose qui est assez complexe, c'est-à-dire que il y a une petite manette sur laquelle elles doivent appuyer pour obtenir une récompense, soit de l'eau, soit de la nourriture. Mais cette manette est associée à une lumière. Et la lumière, au début, est jaune, et après un certain délai, admettons 6 secondes, elle devient verte, et la souris doit attendre encore une fois un autre délai avant de pouvoir presser sur la petite manette pour avoir la récompense. Ça prend des semaines pour entraîner un animal, pour qu'il comprenne que voilà, la lumière est jaune, il faut que j'attende qu'elle soit verte, et ensuite, une fois qu'elle est verte, j'attends 6 secondes pour presser la petite manette. Donc l'animal apprend, et ensuite on modifie le délai. De 6 secondes, on passe à 12 secondes ou alors à 18 secondes. Donc l'animal connaît la tâche, connaît les règles, mais doit s'adapter et ça fait appel à de la flexibilité comportementale. Et notre modèle animal, qui a subi donc, le traumatisme à la naissance, est meilleur. Les performances sont meilleures. Les animaux sont capables d'apprendre plus vite et de comprendre de façon plus rapide aussi ces changements de règles de la tâche. Donc, dans des conditions qui sont vraiment importantes pour elles parce qu'elles sont assoiffées ou affamées. Donc, ça montre que ça leur donne un avantage voilà, si elles sont placées dans un environnement qui n'est pas favorable. Oui, parce que dans un environnement qui n'est pas délétère, apparemment, elles ont plus de mal à mémoriser. Voilà, elles ont aussi des problèmes de mémoire, en effet. Euh, donc, c'est contexte dépendant, ça dépend des conditions. Dans certaines conditions, le fait d'avoir été traumatisé est pénalisant, mais dans d'autres conditions, ça permet d'avoir un certain avantage. Dans les expériences que vous avez faites sur les différentes générations, chaque fois vous prenez le mâle, par exemple, et qui est mis en contact avec une femelle qui, elle, n'a pas été traumatisée dans sa lignée, donc qui elle-même n'a pas été traumatisée et dont les parents et les grands-parents n'ont pas été traumatisés. En effet, c'est ça, oui. Donc ça veut dire que finalement, le matériel génétique qui est donné par le mâle, ben, au cours des générations, ça diminue.
Et donc le Oui, nombre de modifications épigénétiques, enfin de marques épigénétiques aussi. Et donc malgré ça, on peut quand même voir des symptômes importants après 5 générations. non, l'épigénétique ne fonctionne pas comme la génétique. Il n'y a pas une division, il n'y a pas une dilution de l'épigénome au cours des générations. Il n'y a pas un mélange comme la génétique. Le principe est complètement différent. C'est-à-dire si on prend un allèle paternel avec ses modifications épigénétiques et l'allèle maternel avec ses propres modifications épigénétiques, on sait qu'il peut y avoir copie de l'une ou l'autre des modifications épigénétiques l'allèle paternel vers l'allèle maternel et vice-versa. C'est-à-dire que l'épigénome, comme il est dynamique, ce n'est pas la séquence lui-même, ce sont des marques qui sont dessus. Et il y a des échanges et il y a des générations de nouvelles modifications épigénétiques. Parce que justement, l'épigénome est complètement dynamique. Donc, au départ, un embryon qui a le génome, une copie du génome paternel, une copie du génome maternel, plus l'épigénome qui est dessus, euh, après quelques cycles de division, on voit que l'épigénome n'est plus si partitionné. Et il y a un nouvel épigénome, donc il y a quand même certains restes de l'épigénome maternel, certains restes de l'épigénome paternel, mais l'individu lui-même commence à générer son propre épigénome. Donc, tout ça, c'est beaucoup plus dynamique que la génétique, parce que la génétique, il y a l'allèle, la partie maternelle, la partie paternelle, et ça ne va pas changer, ça va rester exactement le même toute la vie. Vous avez travaillé sur des corps de mâles. Est-ce que vous avez aussi tenté sur les corps de femelles? Parce que peut-être que les symptômes ne sont pas les mêmes. Si on prend l'être humain, par exemple, dans le trauma, il y a des symptômes qu'on va retrouver chez les femmes et chez les hommes. Mais par exemple, on va trouver plus de comportements antisociaux, plus de prise de risque. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de tueurs en série ou de dictateurs ou de terroristes masculins. Ce sont tous des personnes qui, en général, ont vécu des traumatismes dans l'enfance, alors que les filles et les femmes vont avoir des comportements différents qui vont déclencher des réponses différentes de l'environnement. Est-ce on a une idée de ce qui se passe chez les souris? Oui, bien sûr, on teste systématiquement les mâles et les souris. Là, ce que je vous ai présenté, ce que j'ai exprimé, c'était par la lignée paternelle, mais on a fait des expériences semblables avec la lignée maternelle. Et même dans la lignée paternelle, on évalue le comportement, la physiologie, on fait des analyses sur les deux, sur les mâles et les femelles. Et bien sûr, tout comme chez l'être humain, les symptômes peuvent être différents chez les femelles. Il y a certains symptômes qui sont les mêmes, la dépression par exemple, la prise de risque, c'est à peu près semblable chez les mâles et les femelles, mais bon, la pression sociale chez les animaux n'est pas la même que chez l'être humain, donc on ne peut pas vraiment comparer. Mais d'une façon générale, les femelles sont tout aussi affectées que les mâles. Et on a également examiné la transmission par les femelles. Et il y a également transmission par les femelles. Et ce n'est pas une transmission qui est liée aux soins maternels. Elles sont, malgré le fait qu'elles soient dépressives, qu'elles prennent des risques, et puis qu'elles aient des problèmes de mémoire, etc., ça reste de très bonnes femelles, des très bonnes mères, pardon. Des très bonnes mères, mais ça, c'est une caractéristique des souris. Les souris de laboratoire qu'on utilise, ce sont des excellentes mères qui sont capables de s'occuper de grandes portées. Donc malgré ça, malgré le fait que les soins maternels ne sont pas altérés, la génération suivante a quand même des symptômes, ce qui prouve que c'est, la transmission se fait probablement par les cellules germinales, c'est-à-dire les oocytes. Et on a fait des études sur cette question et on a montré que les oocytes ont en effet un épigénome qui est altéré par le stress. Et est-ce qu'il y a des différences au niveau des symptômes? Donc certains symptômes sont les mêmes. Est-ce que vous avez obtenu des résultats quand même différents pour les femelles sur certaines choses? Oui, bien sûr, il y a certains symptômes qui sont différents. Les réponses à la peur, par exemple, ou même la dépression, elle n'est pas exprimée de façon semblable chez les femelles et les mâles. Il y a des différences. Mais si on prend une souris femelle et une souris mâle, au niveau comportemental, ils peuvent être différents, bien sûr. Vous pouvez nous illustrer ça?
Oui, bah, par exemple, les réponses à la peur, euh, les comportements sociaux, évidemment, sont aussi différents chez les mâles et les femelles. Et puis, selon le cycle hormonal des femelles, elles ont un cycle d'environ 4 jours. Selon le cycle hormonal, ça peut aussi influencer leur comportement. Bah, peut-être une dernière question. Oui. Quels sont les récents développements de l'épigénétique dans votre laboratoire, par exemple? Ils sont de différents ordres. Tout d'abord, conceptuel. C'est-à-dire l'épigénétique ou l'épigénome, ce n'est pas qu'une seule entité. Il y a différents types de mécanismes, de facteurs épigénétiques, de mécanismes épigénétiques. Et dans le laboratoire, on essaie d'étudier le plus grand nombre de facteurs épigénétiques et surtout comment ces facteurs interagissent les uns avec les autres. On a travaillé sur les modifications de l'ADN directement, comme la méthylation de l'ADN, mais également l'ARN qui est fabriqué à partir de l'ADN et qui interagit avec le génome pour le réguler. Donc, on a beaucoup de projets de recherche fondamentaux dont les buts sont de comprendre comment les mécanismes épigénétiques, les facteurs épigénétiques interagissent avec le génome pour moduler le génome. Et on a également euh, on aborde aussi l'épigénome au niveau technique de façon différente. On essaie toujours d'utiliser les dernières technologies, les dernières méthodologies qui sont développées. Et parmi un des points, une des améliorations de ces approches les années passées, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire des mesures de l'épigénome dans des cellules individuelles. Avant, c'était toujours, on prenait le tissu, on homogénéisait le tissu, on faisait des mesures sur le tissu complet. Maintenant, on peut individualiser les cellules et puis faire des mesures épigénétiques sur chaque cellule. Donc, le type d'information que l'on obtient est beaucoup plus précis par cellule. Enfin, c'est pas que ce soit plus précis parce que lorsqu'on garde chaque cellule, on peut la profondeur des informations que l'on obtient est un petit peu altérée par le fait qu'on regarde dans une cellule en particulier. Par exemple, si on mesure les populations d'ARN, on peut le faire de façon beaucoup plus détaillée, beaucoup plus profonde quand on a un grand nombre de cellules que quand on a une seule cellule. Mais l'information que l'on gagne en échange est une information cellule par cellule. Donc, par exemple, si on regarde les cellules germinales femelles, les oocytes, c'est extrêmement utile et important de savoir si les différents oocytes d'une femelle vont être affectés de la même manière par le traumatisme. Euh, donc voilà, c'est une combinaison de progrès conceptuels combinés au progrès technologique. Et ça, vous avez déjà des données sur le fait que tous ces oocytes sont impactés de façon différente ou de la même manière? On a les données, on n'a pas terminé de les analyser encore. Donc, je ne peux pas répondre à votre question encore. On devrait avoir une réponse d'ici quelques semaines. Bon, bah alors, vous reviendrez sur Résilience Psy alors pour nous raconter ces nouveaux développements. Avec plaisir. Qu'avez-vous envie de rajouter? Ben, l'importance de connaître l'existence de ces mécanismes biologiques qui permettent de comprendre pourquoi c'est important soi-même de veiller à sa propre santé, parce que ça a des conséquences pour nous-mêmes, mais ça peut également avoir des conséquences pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc avoir une conscience de ces mécanismes de transmission et puis que l'environnement, que l'on a un choix, on peut influencer notre santé. Euh, Par on le n'a pas mode de vie, par par le mode les de vie, oui. thérapies peut-être aussi? Oui, on n'a pas toutes les informations. C'est difficile de dire, voilà, si vous mangez du brocoli chaque matin au petit déjeuner, vous aurez un meilleur épigénome. Il ne s'agit pas de ça, on n'en est pas là encore. Mais on a quand même des preuves maintenant qui sont assez solides que, en effet, l'alimentation, les facteurs toxiques, la cigarette, l'alcool, les perturbateurs endocriniens, le stress peuvent influencer l'épigénome d'un individu et que ça peut avoir des conséquences sur les générations suivantes. Alors, pour ce qui concerne le traumatisme, bien sûr, c'est extrêmement important.
Euh, Parce que nos recherches ont montré que c'est pas que des mères qui sont responsables. Les pères portent aussi une certaine responsabilité. C'est une chose. La deuxième chose est que les personnes qui perpétuent des traumatismes, des stress ou des violences devraient le savoir. Devraient savoir qu'ils vont faire du mal non seulement à la personne qu'ils agressent, mais éventuellement aussi aux générations d'après. Euh, ça permet d'avoir une vue quand même Oui. plus, plus d'avoir un petit peu conscience des conséquences gravissime que ça peut avoir. Oui, et nous, je pense aussi comme thérapeute, pour les psychologues et les psychothérapeutes qui nous écoutent, c'est de comprendre qu'un traumatisme a pour la personne elle-même des conséquences sur sa santé physique aussi, pas seulement sur sa santé mentale, et que parfois la personne qui présente des symptômes, c'est parfois ce qu'elle a vécu elle, mais c'est parfois aussi ce que ses parents, ou ses grands-parents ont vécu, que c'est important de garder ça en tête. C'est important aussi d'être prudent, de ne pas tirer de conclusions hâtives sur ce fait, parce que ça peut être juste corrélatif, mais au moins d'en avoir conscience, en effet. Ben Isabelle, un grand merci, c'était un plaisir. Donc je rappelle le titre de votre livre, Reprenez le contrôle de vos gènes, paru chez Larousse. Et j'espère vous retrouver pour les nouveaux développements de, des résultats de votre laboratoire d'ici quelques temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée. Vous de même. Merci, au revoir. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, à la commenter et à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.